Madame la Présidente, merci d'accorder cet entretien à Euronews. Alors vous êtes ardemment opposée à cette loi qu'on appelle la loi sur les influences étrangères. Vous avez promis d'y opposer votre veto. Et aujourd'hui, le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, affirme être prêt à modifier ce texte en fonction notamment des propositions européennes. Alors est-ce qu'un compromis est envisageable ? D'abord, le compromis, il n'est pas avec moi parce que moi, je ne fais qu'incarner ce que la Vox Populi géorgienne proteste ardemment depuis maintenant 37 jours. Et moi, je suis la seule aujourd'hui élue de cette Vox Populi et je considère que je suis redevable et que je suis responsable devant elle et que je partage l'analyse qui est faite de cette loi, de son inopportunité absolue, en essence, et pas seulement dans le texte ou les amendements, et qu'un compromis sur une loi qui, l'année dernière, a été présentée, a été rejetée dans la même forme par des manifestations massives et par les critiques de nos partenaires européens, et retirée par les autorités, avec la promesse ferme qu'elle ne serait jamais reproposée, est aujourd'hui introduite. Comment croire qu'il peut y avoir encore un compromis? D'autant que moi j'ai proposé un compromis, non pas avec moi, mais avec encore une fois la population et nos partenaires européens, la veille de l'adoption du texte en troisième lecture. J'ai fait une déclaration publique dans laquelle je proposais que les autorités marquent un temps d'arrêt et reviennent à la deuxième lecture, qui est l'endroit où on peut amender le texte, écouter les objections des uns et des autres et apporter des modifications si on le souhaite. Ça n'a non seulement pas été entendu, mais le texte a été adopté en troisième lecture en comité en 1 minute et 7 secondes, pratiquement en l'absence de députés de l'opposition et devant la réaction de la population. Donc ça, c'est pour ce qui est des chances du compromis. Je comprends qu'à tout moment, on peut avoir envie, et c'est normal, de rechercher un compromis, mais aujourd'hui, la situation est sortie de cette possibilité parce que le problème n'est plus la loi qui n'est pas amendable. C'est ça son vrai problème, c'est-à-dire que c'est l'essence de la loi qui est pervertie. Cette loi qui décrète nos partenaires depuis 30 ans et amis européens ou américains comme étant ceux qui sont soupçonnés de vouloir déstabiliser le pays, financer des intérêts autres que celui du pays, sont accusés de fomenter un deuxième front dans le pays et de vouloir la révolution ou le renversement du gouvernement tour à tour. Donc il y a une inversion complète des valeurs. Je ne vois pas comment est-ce qu'on amende ou on améliore quelque chose qui est fondamentalement vicié et qui constitue un véritable obstacle, j'ai même utilisé le mot de sabotage et je peux le réutiliser, de notre voie européenne. Parce qu'aujourd'hui, non seulement on ne devrait pas être en train de discuter et d'avoir des gens dans la rue pour essayer de se débarrasser de cette loi, mais le Parlement, auquel il reste un mois, un peu plus, avant la fin de la session de printemps, devrait être en train de travailler d'arrache-pied aux réformes qui sont demandées dans les recommandations de la Commission européenne pour nous permettre de briguer l'ouverture des négociations d'accession à la fin de l'année. On sait que la Commission va publier un premier constat de progrès ou non de progrès en octobre. Et pendant ce temps-là, au lieu de faire ce qui est nécessaire, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on devrait être réellement en train de faire des propositions législatives et de les adopter rapidement, on fait du marche arrière. Donc c'est très très préoccupant et c'est encore plus préoccupant quand c'est sur fond d'autres lois sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, mais qui elles chacune aussi mettent des couteaux dans le contrat avec l'Union européenne sur différents aspects qui sont des aspects importants mais plus techniques que cette loi. Et pendant ce temps-là, les autorités
qui ont célébré avec toute la population, mais vraiment sans exception, en décembre, l'accession au statut de candidat, qui ont dit c'est nous qui avons obtenu, on a tout fait. Depuis le mois de février, non seulement propose cette loi et avance cette loi, mais ils recommencent à tenir un langage très anti-européen, très anti-américain et occidental en général. Et le discours du 29 avril du président du rêve géorgien, du président honoraire, Ivanishvili, est un discours va-t-en-guerre, extrêmement dur sur nos partenaires, ceux dont on a besoin, ceux qui viennent de nous donner le statut, non sans mal, parce que ce n'était pas décidé d'avance, et ceux dont on attend qu'ils nous donnent l'accord sur l'étape suivante. Tous les jours, hier c'était les ministres des Affaires étrangères qui étaient là, représentant 4 pays nordiques, qui se sont fait agonir par le président du Parlement, qui n'a pas reçu les représentants des parlements d'autres pays européens, dont la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, Michael Roth, qui en plus s'est fait agonir d'autres insultes que je ne répéterai pas. Donc l'atmosphère n'est pas d'un gouvernement qui est en train de vouloir faire des compromis, et je ne dis rien de la situation que l'on a dans la rue face à une jeunesse qui est l'essentiel de la manifestation, mais pas toujours. Quand il y a 200 000 personnes, c'est évidemment pas seulement les jeunes, mais dans le quotidien de ces 37 jours, c'est beaucoup les jeunes. Aujourd'hui, désormais, les universités qui sont déclarées en grève. Et l'intimidation, les attaques directes et les brutalités sont très inquiétantes parce qu'elles révèlent non pas la brutalité policière qu'on peut voir un peu partout quand il y a des excès dans les manifestations, mais là en l'occurrence il n'y a pratiquement pas d'excès, et surtout ce sont des brutalités qui ne sont pas le fait de la police qui se comporte comme n'importe quelle police, dans n'importe quelle... mais de forces spéciales qui ont une inscription police, mais aucune identification. Donc les investigations, les enquêtes sur les auteurs des brutalités ne sont pas possibles. Donc on est dans une situation qui pourrait de ce fait escalader en violence à n'importe quel moment. Ça n'est pas arrivé. On a eu 37 jours de calme, et je signale quand même pour vos auditeurs que cette population qui proteste depuis 37 jours n'a pas brûlé une seule voiture ni cassé aucune vitrine. Ça donne une idée de... Ils ont certes fait des inscriptions un peu sur le Parlement, c'est le maximum de leur audace dans cette... Donc ça, c'est le côté optimiste, c'est qu'il y a une population, une société civile qui se manifeste, qui s'est montrée, que nous-mêmes on découvre un petit peu, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait une telle capacité de mobilisation. Et ça nous devrait nous permettre de passer à l'autre étape, qui est celle de la préparation des élections du 26 octobre, parce qu'il est impératif de transformer cette énergie aujourd'hui qui ne débouchera pas sur le retrait de la loi, ou qui débouchera sur une modification fictive que tout le monde a déjà compris. Moi aujourd'hui je reçois des lettres des organisations non gouvernementales, 120 d'entre elles, des organisations politiques ou des jeunes, pour me dire surtout, vous ne négociez pas pour nous, nous ne négocions rien. Donc cette loi va passer, le veto va être surpassé, ou elle va être modifiée de façon marginale et sans intérêt. Donc l'important aujourd'hui, c'est d'aller vers les élections. Dans ces élections, que tout le monde comprenne, et je comprends que la Moldavie a aujourd'hui annoncé qu'en octobre, elle tiendrait un référendum sur son avenir européen, sur l'accession, c'est la même chose. À travers des élections, nous aurons un référendum sur l'Europe. C'est comme ça qu'il faut voir ces prochaines élections, qui ne pourront pas être des élections normales, qui seront les élections pour arrêter cette déviation. J'utilise un mot faible, ce n'est qu'une déviation, on va revenir sur la route, mais il est important de le faire par la voie des élections. Et c'est ça que l'Union européenne doit reconnaître, c'est qu'il y a aujourd'hui une population qui dit son fait et qui dit ce qu'elle veut, ce que la Géorgie a dit depuis presque 30 ans, qu'elle veut l'Europe,
Ça a été redit dans la rue, mais ça sera redit dans les urnes. Il faut nous accompagner sur cette voie pour que cette voie soit pacifique, qu'il n'y ait pas d'escalade de la violence. Et surtout, il faut que l'Union européenne dise très clairement qu'elle tiendra compte du choix de la Géorgie. C'est-à-dire qu'elle ne va pas sanctionner le pays. Je distingue les sanctions individuelles et le pays. Mais que le pays ne sera pas sanctionné tant que sa réponse ne sera pas connue dans les urnes. Alors justement, une partie de l'opinion géorgienne estime que l'Union européenne fait preuve d'un certain manque de fermeté à l'égard du gouvernement géorgien et réclame des sanctions. Alors moi je ne réclame pas parce que ce sont là, il faut bien distinguer les deux choses. Il y a les sanctions individuelles sur lesquelles un président ne peut pas se prononcer. C'est pas de mon fait. Les Européens sont des grands, ils savent ce qu'ils doivent faire quand ils doivent le faire. En revanche, la fermeté, moi je pense qu'aujourd'hui l'Union européenne doit dire clairement qu'elle soutient, comme l'ont fait les ministres hier des Affaires étrangères, qu'elle soutient un mouvement qui est un mouvement pro-européen, pacifique et absolument pas révolutionnaire, entre guillemets, qu'elle critique les autorités en place pour avoir lancé un pavé dans la mare qui est un instrument de polarisation inutile et qui va à l'encontre des objectifs européens. Il faut le dire clairement, il ne faut pas dire il y a de deux côtés quelque chose, non. Et puis il faut que l'Union européenne, les ambassadeurs ici, aussi bien que l'Union européenne, montrent que ce n'est pas acceptable que ou les représentants de l'Union européenne ici ou ceux qui viennent en visite, ou bien en général les dirigeants européens, soient insultés constamment. Il faut que la rhétorique change d'abord. Ça, c'est ce qui est à faire aujourd'hui, sans attendre. Et la deuxième étape, c'est-à-dire celle d'éventuelles sanctions radicales qui concerneraient l'avenir du pays en disant on stoppe ou on pause ou on... Ça doit dépendre de démocratie oblige, de ce que la population dira dans les urnes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, on voit clairement les aspirations européennes de cette population qui se mobilise, mais il y a aussi une composante importante de la société géorgienne, très traditionnaliste, on va dire, qui n'est peut-être pas aussi enthousiaste. Alors, est-ce que cette composante ne peut pas gagner du terrain à l'instar de ce qui se passe dans l'Union européenne? Je ne suis pas aussi sûr, parce que d'abord, les sondages d'opinion, alors c'est peut-être pas des gens qui sortent de la même façon ou qui comprennent de la même façon l'Europe, mais d'abord 80% des sondages, et aujourd'hui 85%, ont toujours donné la voie européenne comme choisie par c'est ce même parti qui avait inscrit dans la Constitution l'orientation européenne. Et il est très intéressant de noter qu'aujourd'hui, tout en insultant l'Europe et tout en prenant des mesures qui vont à l'encontre de la voie européenne, les dirigeants du rêve géorgien ont tout d'un coup ajouté un petit codicille à leur discours extrêmement offensif pour dire nous aussi, de toute façon, on rentrera dans l'Europe en 2030. Pourquoi ? Parce qu'ils mesurent aussi leurs propres supporters, leur carré de supporters, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente, mais on verra aussi. Et ils ont compris qu'eux aussi veulent l'Europe et ne veulent pas renoncer à cet avenir européen. Donc il y a là réellement un consensus. Tous ces gens-là ont leurs enfants qui étudient en Europe, font leurs courses en Europe, plus que la population qui est dans la rue. Il faut bien voir que les intérêts profonds, et puis tout est lié aujourd'hui, la Géorgie est profondément européenne. Un étudiant sur deux a été en Europe étudié pour des stages, peut-être pas des stages longs, mais au moins pour des stages courts. Erasmus est probablement ce qu'il y a ici de plus apprécié. Tout le monde a été passé quelques jours en Europe ou plus, parce que maintenant on a des vols low cost qui ont permis à tout le monde, je ne sais plus les chiffres, mais c'est pratiquement les 3/4 de la population géorgienne qui ont eu une découverte au moins de l'Europe. Donc ce sont des liens que plus personne ne peut trancher. Alors est-ce qu'on n'est pas quand même à un moment charnière, à la croisée des chemins pour le pays qui serait présumé entre son appétit d'Europe, son envie d'Europe et encore une fois une tentation présumée de rapprochement avec la Russie? Et quel intérêt est-ce que le gouvernement
trouverait à cela? Alors, le gouvernement, je n'en sais rien. Ce qui les anime, je n'en sais rien, parce que ce n'est pas exposé publiquement, ce n'est pas discuté. Ce dont je peux me porter garante, c'est que dans ce pays qui a connu au moins 3 guerres et des dizaines d'années d'occupation par les différentes Russies, pour ne pas dire siècles, qui a 20% de son territoire occupé, sur lequel il n'y a pas de jour qui se passe sans qu'il y ait des otages pris, où la langue géorgienne est pratiquement interdite, où les droits de l'homme, y compris des populations non géorgiennes, sont violés tous les jours. Il ne peut pas y avoir de tentation de retour dans le giron russe, surtout quand on regarde aujourd'hui ce qu'est cette Russie d'aujourd'hui. Une Russie qui aurait évolué, qui ne serait pas dans cette guerre atroce contre l'Ukraine, qui serait en train de la gagner de telle façon que tout le monde se dirait « oh là là, tout va mal ». Ce n'est pas le cas. Il faut arrêter, sous prétexte que l'Ukraine n'a pas récupéré aujourd'hui ses territoires pour des raisons qui ne lui sont pas imputables à elle. Elle a déjà prouvé que cet immense empire est un empire au pied d'argile. Elle a déjà prouvé que la stratégie militaire de la Russie ne fonctionne pas. Il change à tour de bras de commandant militaire. Que cette grande armée invincible russe, elle n'est pas si invincible que ça, et que ce régime n'a rien d'autre que la force à offrir, et ça ne peut attirer personne, et surtout pas des Géorgiens. Ça peut attirer des Européens qui n'ont pas encore compris très bien ce qu'est le grand avantage d'une Europe pacifique, même si tout ne leur plaît pas. Ça ne peut pas attirer les Géorgiens. Donc il n'y a pas de tentation russe. Il peut y avoir des manœuvres russes de certains dirigeants. Madame la Présidente, merci beaucoup. Est-ce que c'était clair? C'était très clair. Merci infiniment.